puisque nous avons décidé d'être non professionnels et de ne pas aller chercher des financements publics ou de grandes oligarchies, de ne pas contribuer aux basses manœuvres qui nous ont beaucoup atteints en tant que société française de la part de nos dirigeants, lorsqu'elles étaient mises en œuvre par nos dirigeants, eh bien, le fait tout simplement qu'on a chacun d'entre nous des familles, un métier, en tout cas pour beaucoup, et que malgré cela, il fallait, d'une part, se donner presque à corps perdu à une aventure qui autrement n'aurait pas fonctionné et avec l'incertitude qui est propre à ces aventures et à ces défis, c'est-à-dire de battre des ennemis qui peuvent sembler monstrueux de par leur ampleur et de par leur puissance, et devoir concilier ça avec une vie qui est celle de tout un chacun, qui est donc aussi extraordinairement exigeante et parfois violente, vu l'état de notre société. Donc malgré ça, je trouve qu'on a réussi, de merveilleuses choses. D'une part, à stabiliser un mouvement qui a quand même attiré, 25 000 personnes sur cette plateforme et surtout qui a généré une attention énorme dans la société en dehors, des cadres existants, c'est-à-dire, sans jamais chercher à être médiatisé dans l'espace institutionnel. Je rappellerai par exemple qu'on avait tout fait pour saboter un article que Le Monde voulait sortir sur le lancement de notre campagne, parce qu'il était une façon de nous adouber, à travers, son propriétaire Xavier Niel. J'avais montré à la journaliste, une jolie guillotine en bois quoi, qu'on avait faite faire à main et qui trônait sur mon bureau, en lui disant que son propriétaire était le 1er qui y passerait, et on a essayé quelque part comme ça de nous préserver et de construire, cette aventure, en dehors de ces espaces qui en fait sont très rapidement corruptifs et qui peuvent, vous épuiser, et on avait beaucoup, beaucoup de défis. Le premier d'entre eux qui reste, c'était la constitution d'une plateforme programmatique. Alors, je suis très heureux de vous annoncer qu'on a, heu, construit quelque chose qui me semble, de très, très loin le programme politique qu'on appelle le projet le plus abouti, en France. Je pense qu'une quelconque force politique est proposée, en tout cas après, une intense, vérification et d'un recensement de tout ce qui avait pu être, élaboré depuis de très nombreuses années. Donc la 8e version, vient d'être mise en ligne sur le site. Je vais vous mettre le lien, dans le chat si j'arrive à vous parler en écrivant en même temps, et elle est le fruit en fait des modifications que vous aviez, proposées, versées sur ce Discord, débattues et qu'on a, intégrées en fait pour en essayant de maintenir la cohérence, de notre plateforme programmatique qui était celle sur laquelle, on s'est tous retrouvés parce que c'était à partir d'idées et de propositions qu'on s'est tous retrouvés ici, au-delà de ma figure personnelle. Donc ça, c'est quand même une immense fierté parce que vous allez voir maintenant en position extraordinairement détaillée que là, je vous ai partagé ici et qu'on va mettre dans le Discord général, dans l'objectif qui est, une lecture supplémentaire de votre part, de ces propositions, de ces élaborations, et qu'il y ait à nouveau un retour critique, à nouveau des discussions et qu'à nouveau on puisse faire, dans un processus itératif, donc c'est-à-dire avec, justement des allées et venues successives, qu'on puisse encore l'améliorer, le perfectionner, le préciser, pour qu'on ait cette base-là qui nous démarque en fait du reste, de ces forces politiques qui sont tellement occupées à faire leur communication et à courir les plateaux ou à chercher, les électeurs et les adhérents, qu'ils finissent le plus souvent, par oublier à quel point, évidemment, ça devrait être au fondement de leur engagement. Parce que ça fait partie des éléments fondamentaux. Si on a une proposition qui est suffisamment construite et détaillée, la question de la personne devient très secondaire. Vous voyez? On se retrouve dans une situation où on arrive à avoir quelque chose qui peut être porté non pas par n'importe qui, parce qu'évidemment ce qu'on a proposé est le fruit aussi, de ce que nous sommes comme collectif qui commence à naître, de son identité, très particulière et assez unique, je pense. La façon de faire, elle, est complètement unique. Je pense qu'il y a aucune force politique qui a procédé de cette façon, en plus de façon transparente, c'est-à-dire qu'on peut remonter tous les débats et toutes les propositions. Je voudrais rendre un hommage à Julia qui pendant quasiment un an a fait ce travail de fourmi qui consistait à lire chacune des propositions, les classer par thématique, les confronter, s'assurer qu'elles étaient compatibles entre elles, pour qu'ensuite on puisse les échanger
et les intégrer, reposer des questions à nouveau à ceux qui les faisaient. Tout ce travail-là magnifique qui a été un peu interrompu ces dernières semaines parce qu'il y a une transition, dans les équipes et qui va reprendre très rapidement, nous a permis d'arriver à cette nouvelle, fournée qui est alors extraordinairement, détaillée et donc, n'est pas un matériel de propagande classique. Et à partir de ce travail, on a constitué, c'était le deuxième point, dont je voulais vous parler, on commence en fait à organiser le mouvement. C'est très important, pour nous de commencer à avoir des espaces un peu, pérennes qui permettent à chacun, de s'inscrire dans les espaces qui lui semblent les plus proches et dans lesquels il sentira qu'il va pouvoir, contribuer au mieux au mouvement, se sentir accueilli, écouté, partagé et aussi surtout pouvoir travailler. Parce que évidemment c'est la limite de notre démarche, c'est qu'il faut qu'on ait un engagement d'autant plus intense, qu'on se refuse d'avoir, ce qu'on appelle, des fonctionnaires ou des salariés qui viendraient, prendre le pouvoir à la place de ceux qui veulent porter la parole, simple qui vient de leur expérience. Parce qu'en fait, sur le moyen terme, la conséquence d'un fonctionnement comme celui-ci, ce serait tout simplement qu'on s'étoufferait, faute de connexion avec les problématiques réelles puisque ça deviendrait, c'est le problème des apparatchiks que beaucoup de partis connaissent et donc je trouve qu'il y a une respiration très importante à la façon dont on a fait le programme, qui nous distingue encore une fois de ceux qui ont été proposés par les autres forces politiques, donc je peux vous assurer qu'ils sont, très fragiles en comparaison aux nôtres, même si d'apparence ils peuvent être impressionnants parce que parfois ils sont foisonnants et évidemment sur notre fonctionnement, je pense que ça va être aussi très important de rester sur cette différenciation, donc on a créé des essaims. Alors des essaims qui, vont s'inscrire au sein des ruches blanches et noires. En quelques mots, vous avez vu déjà ces catégories qui existent, sur le Discord. On a, la ruche blanche, c'est très simple, c'est tout ce qui va aller vers l'extérieur du mouvement, qui va partir du mouvement pour aller vers l'extérieur. Donc, tout ce qui est la communication vers l'extérieur, les événements, les actions militantes, et ainsi de suite. Et la ruche noire, c'est tout ce qui va vers les entrailles, vers la profondeur. Donc, tout ce qui va être l'administration, l'organisation du mouvement. La question des finances, des trésoreries, de la gestion, des conflits qui peuvent exister entre membres et au sein de ces ruches, on a créé ce qu'on appelle des essaims. Donc il va y avoir des essaims communication, formation, logistique. On a déjà eu, une grande journée de formation qu'on a organisée à Paris. Avec très peu de temps, on a réussi à faire, salle comble avec plus de 80 abeilles qui étaient venues, la plupart, du reste de la France, qui était très émouvant avec des profils très, très différents et en termes de professorat, on avait réussi à proposer à la fois, des gens qui étaient doctorants en polytechnique, qui avaient passé l'agrégation en philosophie, des militants, qui avaient été gilets jaunes, une sorte d'assemblage comme ça d'expériences assez, hétéroclite qui, je pense, a été dans l'ensemble apprécié par ceux qui étaient venus, avec par ailleurs une offre, parce qu'évidemment notre engagement était déjà qu'il y avait à supporter le coût du déplacement pour beaucoup, eh bien une offre qui allait d'une inscription à 10 € à 50 € pour ceux qui pouvaient payer 50 € ou plus. Donc finalement, en fait, un prix très réduit par rapport au coût que ça peut impliquer dans un espace qu'on avait réussi quelque part à squatter de façon informelle, qui était très important à quelques pas de chez Bernard Arnault et compagnie. Donc ça aussi, ça faisait partie de l'expérience en elle-même, c'est-à-dire nous accoutumer à ces lieux-là et ne pas nous laisser intimider par ceux-ci et avancer dans cette bon. Donc on a la base programmatique, elle-même issue de tout le travail de recherche et de publication que j'ai pu mener dans des ouvrages comme, Crépuscule sur l'analyse, Abattre l'ennemi et coup d'état sur les propositions et Comment fabriquer une guillotine sur les modalités. Donc ça, c'est notre point de départ et c'est surtout un point de départ sur lequel il va falloir qu'on travaille énormément avec une distribution du savoir, avec, un travail de vulgarisation. Donc typiquement les 5 com et les 5 parrainage et programme vont devoir travailler ensemble pour articuler, d'une part, la vulgarisation de ce contenu qui aujourd'hui est foisonnant, en extrayant les principales, propositions thème par terme, en racontant aussi, parce que là, c'est des propositions un peu à sec, qui se suivent, qui s'enchassent les unes après les autres et avec, les seins, aujourd'hui liés parce qu'on n'a pas encore de responsable qui à terme, ça sera divisé parrainage et programme, qui soit chargé, de les accompagner dans ce travail et puis
de créer des notes argumentaires, thème par thème. Donc on a cette base de travail qui est merveilleuse et qui est le fruit de cette année d'engagement. On a aussi, heu, parce que nous sommes des êtres humains, tout simplement le fait d'avoir commencé à se connaître. D'avoir commencé à se connaître, d'avoir, heu, essayé un peu de se retrouver entre ceux qui, avaient des affinités, au contraire, expérimenter, beaucoup de conflits entre abeilles, qui n'avaient pas forcément la même appréciation des façons de faire. Et maintenant, en fait, on va essayer de passer à la phase d'après. Donc on a créé un secrétariat général. Beaucoup d'entre vous, s'en étaient rendus compte, qui vont en gros travailler avec les référents de chacune des ruches et avec, toute une série, de responsables qui vont pouvoir être choisis, élus, révoqués avec, des modalités d'action, qui seront décidées de façon autonome par les ruches, à l'avancée du mouvement pour se mettre, en ordre de bataille, soit à l'égard d'une perspective révolutionnaire, bah, si des ruptures, institutionnelles majeures interviennent, comme ça commence à à à, à apparaître, possible, si ce n'est probable, avec un effondrement du pouvoir parlementaire qui commence à générer des difficultés extraordinaires dans le pays. On l'a vu là avec, l'affaire de la DNC qui n'est rien d'autre qu'en fait une bureaucratie qui devient folle et qui commence à avancer seule, sans gouvernement au sens littéral du terme, sans être gouvernée et qui donc fait appliquer les textes de loi et les règlements, à la lettre, sans aucune, capacité à discriminer le réel et à s'assurer de ce que ces règles aient vraiment du sens dans les cas de l'espèce. Et donc on se retrouve dans une situation où on a une violence contre les agriculteurs qui s'étend à mesure que cette maladie, elle aussi, suit et des luttes locales qui se sont engagées très fortement et que nous, on a soutenues dès, juillet, dès qu'on les a vues naître, qui aujourd'hui commencent à prendre de l'ampleur. Et donc on voit les politiciens qui commencent à apparaître, pour essayer de le récupérer. Mais, c'est l'occasion d'ailleurs de rendre un hommage, extraordinaire aux camarades, de la Confédération paysanne et de la CR qui sont en première ligne sur cette lutte et qui essayent de faire leur possible pour s'opposer à la violence d'État. On a donc ce secrétariat général avec quelqu'un qui, va nous accompagner normalement à partir de février, qui va pouvoir pendant un temps, travailler à temps plein, en son sein et donc pouvoir, aider à la coordination de toutes les structures qu'on est en train de lancer et qui vont être détaillées dans une nouvelle version du guide des ruches, sur laquelle on a beaucoup, beaucoup travaillé, qui va vous être, transmise dans quelques jours. Il y a encore en fait, quelques parties à compléter qui arrivent, qui vont donner une indication des différentes fonctions, qui doivent être occupées au sein de chacune des ruches, avec, évidemment des modalités d'organisation qui peuvent varier, entre celles-ci et qui va donner une indication, en gros, des objectifs qu'on peut se fixer, pour, arriver à des résultats à l'échelle locale et contribuer aussi, à l'échelle nationale. Cette, structuration, à côté de la constitution d'une association, de l'ouverture d'un compte en banque, des petites choses, vous voyez, qui sont très, très ennuyantes à faire, qui prennent beaucoup plus de temps qu'on pourrait le penser parce qu'en réalité, on est très ciblé, on inquiète beaucoup le pouvoir. D'une part parce qu'ils savent très bien que si aujourd'hui on choisit, comme, je le disais sur Toxin, avant-hier, d'éventuellement donner une dernière chance au système en y participant de façon légaliste, ils savent aussi qu'il y a parmi nous beaucoup de personnes qui sont saturées de la violence que génère cette société et ce pouvoir, qui sont saturées de se voir, agressées dans leur quotidien par des pairs parce que ceux-ci sont désespérés et ont besoin, de déverser, cette violence sur la première personne, qui leur tombe entre les mains. Et c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup dans ce mouvement avec, une capacité à la frustration qu'il va falloir qu'on arrive à réguler parce que, il faut se rendre compte d'à quel point le défi qu'on s'est fixé, quelque part est presque délirant. C'est-à-dire à partir de moyens humains, qui sont très limités, qui sont très inconstants avec, un manque de connaissances mutuelles qui fait que entre l'hésitation qu'il peut y avoir à s'engager, heu, de l'un vis-à-vis de l'autre et du coup, quand l'un hésite et puis se dit: «Finalement, je vais y aller», peut-être que l'autre, il est dans sa phase d'hésitation et du coup, ils arrivent plus à communiquer sur ce d au même moment et du coup, bah, l'un se décourage, puis l'autre se dit: «Bon, finalement, je vais y aller. Ah, mais il est plus là. Bon, qu'est-ce qu'on». C'est des fonctionnements mimétiques qui sont toujours très complexes au début de tout mouvement et qui pourtant, heu,
qu'on a réussi à dépasser dans un bon nombre de ruches et qui nous ont permis en fait d'obtenir une stabilité, une solidité là où on s'est implanté qui maintenant, n'appelle qu'à s'étendre. Donc on a les organes internes dont je décrivais, le secrétaire général et ainsi de suite, qui vont pouvoir, nous aider à monter en puissance sur l'organisation, sur, l'appui aux ruches, pour des déplacements, qu'on va reprendre de façon assez intense à partir de janvier grâce aux ruches qui nous ont proposé de le faire. On a eu des propositions qui viennent un peu de partout, de Bretagne, de Vendée, Nîmes, s'inspire en fait à reprendre cette dynamique. Il y a une dynamique de soutien en fait au développement de ces luttes locales et à côté donc tout ce travail vers l'extérieur qui est aujourd'hui principalement porté par moi et qui va devoir peu à peu en fait laisser place, aussi à des figures, qu'il faut que ce mouvement fasse émerger, c'est fondamental, pour sortir de la dépendance à une figure individuelle, mais aussi, pour, incarner la diversité, de notre mouvement et donc dans cette dynamique-là, d'identification de personnes qui seront prêtes et qui auront envie, en fait, de rentrer dans l'espace public à titre personnel, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ils auront du courage, ceux qui le feront, mais en même temps, il faut que nous, on arrive à les gratifier à faire que ce soit gratifiant pour eux, en les soutenant et en les accompagnant, avec le développement, des efforts de communication extraordinaires qui ont été, lancés avec, sur les réseaux sociaux, le travail que font les ruches locales pour relayer le contenu que l'on produit et notamment, tout cet effort particulièrement fait par la complotiste et la ruche 33 qui a donné des instruments à ces autres ruches sur la façon de découper des vidéos et tous ceux qui les accompagnent pour, créer des comptes sur les réseaux et évidemment donc c'est l'organisation d'événements qu'on va multiplier, le développement des formations. On commence à avoir un ensemble, assez cohérent et conséquent auquel on va pouvoir adjoindre à partir de mars, la recherche de parrainage avec, un travail de terrain qui va permettre d'aller, voir les nouveaux élus et essayer de comprendre, quelle est leur situation, quelles sont les problématiques, qu'est-ce qui ferait qu'ils pourraient nous soutenir et que l'on pourrait en échange, répondre, aux enjeux fondamentaux auxquels leur territoire et leur population sont confrontés. Donc en réalité, c'est franchement, une situation qui est enviable à mon sens. On s'est préservé de toute, de tout effondrement d'abord, ça c'est un premier point important, de toute crise de croissance qui à l'inverse aurait pu, nous atteindre de façon définitive. On commence en fait, et c'est ce qu'on cherchait, à essaimer, à exister un peu, et à faire diffuser notre pollen, qui sont nos idées, nos énergies, nos valeurs, un peu partout sur le territoire et on a, c'est le dernier point que je voulais vous annoncer parmi les très grandes nouvelles, heu, qui, peut-être vous sembleront, hem, naturelles, mais qui sont le fruit d'un effort énorme de tous ceux qui sont engagés sur ce mouvement, qui donnent un temps fou à titre bénévole, tous, y compris moi, mais on est tous dans cette dynamique de contribution au mouvement et donc il faut quand même mesurer, à quel point c'est miraculeux finalement qu'on a réussi à s'instituer de cette façon et bien donc comme je disais, la création d'un site internet qui va nous permettre en fait de faciliter, l'accueil et l'accès des nouveaux parce que notre objectif doit être la massification. La massification, c'est-à-dire surtout ne pas, nous mettre dans un fonctionnement groupusculaire, surtout ne pas penser que la priorité, c'est ce qui existe déjà, là où on est encore très loin d'être, suffisamment nombreux et d'avoir atteint la masse critique, pour, satisfaire nos ambitions et il y a l'esprit que si nos adversaires et nos ennemis sont particulièrement faibles en termes de nombre d'adhérents, la dépolitisation de la société française est catastrophique. On a des partis comme, l'ex En Marche, donc Renaissance, qui ont à peine, 5 à 8 000 adhérents. La réalité, c'est que, dans des pays sains comme le Mexique, il y a 4 millions de membres au sein du pouvoir de gouvernement pardon, du parti qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc notre ambition, elle ne doit pas du tout être de se satisfaire d'être avec ceux qui sont déjà à nos côtés, mais au contraire d'aller chercher de façon tout aussi massive, que possible, tous ceux qui sont à l'extérieur et donc évidemment parmi les difficultés que l'on avait, c'était, l'existence de cette, alors on a plusieurs difficultés. On en a sur lesquelles, qui sont le fruit de nos choix et de nos renoncements. C'est-à-dire par exemple le renoncement à faire usage à ce jour des médias mainstream, qui par définition sont des vecteurs de concentration massive parce que, bah, c'est une audience captive. Une émission,
même pas en prime time, mais disons, le soir, type quotidien ou autre, c'est la garantie d'avoir, 1 à 2 millions de spectateurs, tous les soirs. Donc la garantie d'avoir une audience captive qui va vous donner, accès à une masse de personnes, très importante. Nous, notre choix, en prenant appui sur cette société rhizomatique de l'algorithme avec, toutes les difficultés que ça génère, c'est d'aller, grappiller, d'aller créer, voilà, comme des abeilles, un essaim par-ci, un essaim par-là, de se propager pour, peu à peu avoir des ruches qui arrivent sur le territoire. Donc on a une trajectoire qui va du bas pour peu à peu, en restant à l'horizontale, se propager. Et donc évidemment ça prend du temps et ce temps, quelque part, nous est utile et nécessaire parce qu'on a beaucoup à apprendre et à mûrir et en même temps, bon, il pose la question heu, de notre capacité à atteindre, ce seuil critique qui nous permette de survivre et de tenir, y compris en refusant de participer aux élections, intermédiaires comme on l'a décidé jusqu'i et alors donc une des barrières d'entrée, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est évidemment ce Discord lui-même où, quelques-uns d'entre nous, heu nous sommes habitués à l'utiliser et le trouvons parfaitement commode et où une immense majorité de la population n'y comprend strictement rien, n'a pas envie de s'y inscrire, ne s'y inscrira jamais et une petite partie de la population fait l'effort de s'y familiariser, de le comprendre, mais du coup reste et a vocation à rester minoritaire et donc nous, il faut qu'on ait à la fois cet espace, sur lequel on est aujourd'hui, même si cet, audio sera, j'imagine, diffusé ailleurs et d'autres personnes qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui vont l'écouter, ça a été le cas avec les précédentes. On doit avoir à l'esprit que quelque part, il y a un entre-soi ici, qui peut être très confortable, qui peut être très agréable parce qu'on se connaît, parce que ça nous permet de nous protéger un peu de l'extérieur, de vivre dans une bulle, mais qu'il faut absolument qu'on aille, beaucoup plus loin que ça et donc le site internet du mouvement, qui va bientôt apparaître, aura pour vocation déjà à ouvrir une plateforme qui soit accessible à tout le monde. Ça, c'est quand même un point de base, c'est-à-dire que n'importe quelle personne aujourd'hui, pour le coup, ou presque, sait utiliser un site internet ou est en mesure de le faire et sur ce site internet de recenser évidemment, des groupes et des points de contact au sein des ruches, qui puissent être, heu, joints par des membres, des adhérents qui voudraient venir. Parce que par ailleurs, on va créer aussi un système d'adhésion, de dons, une boutique et ainsi de suite, où on va pouvoir mettre en fait des goodies, à notre, à n à n à avec les symboles qu'on a créés, de façon à avoir un petit fond de roulement pour le mouvement qui nous permettent pardon, de faire face à quelques dépenses de base, que ce soit pour organiser des déplacements, des conférences, pour pouvoir, justement permettre à ceux qui veulent avoir des t-shirts, des pins, de montrer la fierté qu'ils ont d'être membres de cette, organisation d'avant-garde. Donc on est en train de déployer tout ça. Comme on s'est, fixé comme objectif, évidemment, pas faire de bénéfices, on n'est pas une entreprise, mais aussi de ne pas rémunérer qui que ce soit, y compris nous-mêmes, pour qu'il y ait une égalité absolue et que c'est un principe de base que l'on a réussi à respecter jusqu'ici, malgré le fait qu'il y ait des tâches très techniques et très difficiles à mettre en place, qui nous ont pris beaucoup de temps et bien, bah, voilà, tout évidemment ça peut un peu ralentir, mais à l'inverse, du coup, ça fait qu'on a un vrai travail collectif qui nous appartient au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qu'il est entre nos mains et on peut le moduler comme on le souhaite. Donc ça arrive et ça va aussi permettre, à mon avis, de faire entrer un peu, de l'air et de nouvelles, volontés dans cet espace. Donc je voulais vous annoncer un peu tout ça parce que c'est le dernier point. À côté, heu, Aurore va devenir un média à part entière avec son site internet, avec l'ambition de produire de l'information au quotidien sur à la fois la réalité de la France et aussi sur ces élites que nous souhaitons abattre, par tout moyen. Donc guide des ruches, nouvelle version du programme, constitution du secrétariat général, des essaims, sortie du site internet. Comme vous l'avez vu, on ne chôme pas et parfois on n'en parle pas assez, ce qui fait qu'on peut avoir l'impression qu'il se passe pas forcément grand chose à l'échelle, du mouvement en tant que tel, que ça ne se passe qu'au sein des ruches, mais en réalité il y a beaucoup d'échanges dans cette direction-là, les réunions des référents continuent à se tenir, semaine après semaine grâce à l'engagement de beaucoup, moi je vais y reparticiper aussi prochainement pour, avoir un échange avec eux et je souhaite maintenant en fait qu'on ait un échange en tout cas je souhaiterais entendre,
les voix des abeilles qui sont ici, qui auraient des questions, qui auraient des remarques à transmettre et éventuellement pouvoir y répondre à quelques-unes, ce qui n'avait pas pu être fait la dernière fois, que j'étais intervenu ici. En sachant que par ailleurs, même si vous ne me voyez pas, sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup de remontées et que je continue en fait à vous voir vous et qu'on continue à travailler pour nous assurer que 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 l'on ne se trompe pas de direction et que cette aventure aille là où on l'espérait qu'elle nous mène, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, une rupture radicale dans la façon dont ce pays est gouverné. Voilà, je vous embrasse très fort. Sachez que c'est extraordinairement pénible, de s'occuper de tout ça parce que, en réalité, c'est sacrificiel. C'est des milliers de choses à gérer, qui se rajoutent à vous imaginez bien tous les fronts et toutes les luttes qu'on doit mener en parallèle et c'est en même temps extraordinaire de voir que, quelque chose est en train de naître, que cette chose-là est le fruit d'une fécondation, collective, que surtout elle est à la hauteur de ce qu'on espérait. C'est-à-dire qu'elle est exigeante, elle est particulièrement ambitieuse intellectuellement, socialement, qu'elle est vraiment en train de nous amener quelque part et qu'elle fait qu'on est en train, de se préparer, d'être en mesure de gouverner avec l'étape d'après qui m'apparaîtra importante. Bah, il faudra se préparer à provoquer la bascule et en tout cas y contribuer lorsque les temps le permettront. Voilà, je vous embrasse très fort et je suis à votre écoute maintenant. Bonsoir à tous, donc je vais m'occuper de faire la distribution de paroles, donc n'hésitez pas à lever la main. Je vous ferai monter un à un pour que vous puissiez prendre quelques minutes pour parler. Et ensuite, je vous referai redescendre et on continuera comme ça. Donc voilà. On va commencer par JDS, qui normalement est monté. Voilà. Alors, sauf erreur, JDS, votre micro ne fonctionne pas. Donc on va continuer et vous pourrez relever la main. Normalement, Samuette peut monter et j'en profite pour faire monter Unbreakable Berthe. Ça marche? Voilà. Bonjour. Ouais, alors, je laisse d'abord Samuette, comme ça, en réserve, il y aura Unbreakable. Mmh. Bonsoir et merci pour votre intervention. J'avais regardé le programme rapidement et j'ai encore regardé tout à l'heure le nouveau PDF. J'avais, je m'en ai par rapport à l'IA, qui, je pense, pour ma part, est un point très important. J'ai pas vu ce sujet-là sur les points principaux et je voulais savoir votre point de vue par rapport à ce sujet que je pense dans les prochaines années très très important. Voilà. C'est bon. Là, j'ai fini, je crois. Vous m'entendez? 1, 2, 1, 2. Oui, alors on va faire une série de questions et on répondra, une fois qu'on aura récupéré, par exemple, une dizaine de questions. Pardon, c'était peut-être pas Ok, pas clair. de problème. Donc du coup, si Non, c'est moi. Unbreakable Je ferme. Samuette peut redescendre et Unbreakable peut sauf si Samuette a encore une question, bien sûr. Mais vous pouvez, Bah, il est Unbreakable, vous parti. nous entendez? Oui, Ah, excellent. bonsoir. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir Juan Branco. Et c'est Cinda, sous le nom d'admin? Ou c'est Ina? Non, Yasmine. Ah, bah Yasmine. Et Bon, on s'est bonsoir. pas encore rencontrés. Bonsoir Yasmine. Euh, déjà, merci à tout le monde, hein, merci à Juan Branco pour le travail qui a été fait jusque-là. Ça fait effectivement plaisir là d'avoir une V8 du projet, un site internet pour pouvoir capitaliser l'information, savoir où la retrouver facilement. Et c'est vrai que si on a l'ambition d'être un parti politique, enfin, moins d'agir sur la politique du pays, ce serait bien qu'on puisse commenter l'actualité et avoir une voix et donner notre avis sur les sujets et notamment comme l'a bien parlé Maître Branco là de la dermatose la DNC là
cette horreur, ce fait qu'on est en train de détruire notre agriculture. Ça, c'est incroyable et ce serait bien qu'on puisse voilà, parler de ces sujets-là. Euh, alors, moi, ce dont je tenais à parler, c'est effectivement ce besoin d'organisation qu'on a voilà, depuis le début. Et donc, c'est bien que ça arrive. Et, j'aimerais et j'espère qu'on va pouvoir se faire confiance les uns les autres. Donc sans être naïf et bien sûr en sachant que bien sûr il y a des trolls, bien sûr qu'il y a des agents infiltrés, du pouvoir en place pour nous déstabiliser. Et, mais c'est pas pour autant qu'il faut rien faire. Et, 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 en, et une initiative qui a pas marché, et je trouve ça vraiment dommage, et j'espère qu'on va pouvoir rattraper le coup, c'est avec tous les collectifs qui travaillent sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et qui travaillent souvent main dans la main avec les ateliers constituants. Donc ceux qui défendent le fait que la Constitution doit être écrite par les citoyens et non par des politiciens. Et c'est vrai que c'était à la fin du printemps, au début de l'été, où ils avaient proposé voilà, de créer un atelier constituant là, au sein de la ruche. Et bon, ils avaient, voilà, eux, ils voulaient des garanties du mouvement, comme quoi le résultat enfin, ce que j'en ai compris, hein, que le résultat du travail de ces ateliers devrait obligatoirement être intégré dans le programme. Et il me semblerait que c'est ça qui est coincé et qu'au final, ça ne se soit pas fait. En fait, j'insiste un peu là-dessus parce que j'ai participé avec un collectif citoyen aux dernières élections présidentielles, un collectif qui avait 6 ou 7 ans d'existence et qui avait vraiment 2 ans de travail en amont de la dernière présidentielle. Moi, je suis rentré dedans un an, un peu plus d'un an avant la présidentielle. Donc, c'était des réunions toutes les semaines. Bon, bien sûr, on n'était pas très nombreux, on était une vingtaine de personnes. Mais bon, quand même, hein, des réunions toutes les semaines, beaucoup de travail de fourni. Un candidat qui avait écrit 3 bouquins, qui avait fait un tour de France, qui a pris un peu plus d'un mois pour faire un tour de France pour aller voir un maximum de maires. Et, et en fait, on a récolté même pas 10 parrainages au final. Donc, ma question, c'est, parce que je vois que ça passe dans le chat, c'est comment est-ce qu'on fait pour agréger les luttes, en fait, au lieu de penser juste à nous. Enfin, c'est important de penser à nous, à notre programme, à la ruche, à comment on peut se développer. Mais en fait, je pense que c'est aussi important de s'ouvrir aux autres collectifs citoyens, aux autres organisations qui veulent un monde un peu plus juste, plus horizontal, plus humain. Et, et Eh ben, 2027 je suis arrive. désolée, Ah, je vous interromps ouais, pour trop vous long. demander de faire un tout petit peu plus court ou d'aller plus Ouais, à la question ça, essentielle. ouais, ok, j'y suis sur la, voilà, sur la conclusion. Voilà, c'est ça. J'aimerais vraiment qu'on travaille à, à rassembler les initiatives qui nous ressemblent parce que avoir 500 parrainages, pouvoir exister, c'est extrêmement difficile. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je fais monter Fredo Sagdos, qui normalement devrait pouvoir prendre la parole. Ah, purée. Ah, c'est bon, on vous entend, Fredo. Ah, bonjour, bonjour à tout le monde. Merci pour la conférence. Donc, ça va être simple. Est-ce qu'un rapprochement avec Pierre de Gaulle serait pas sympathique?
auprès de Juan Branco. Qu'est-ce qu'il en pense? Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Je fais monter, je suis désolée, c'est peut-être pas dans l'ordre, Goodold. Oui, bonjour. Alors, j'avais une question pour Monsieur Branco par rapport à la psychiatrie. J'ai commencé à monter un groupe de travail justement sur la psychiatrie à partir d'une proposition citoyenne et qui visait notamment à restaurer une spécialité psychiatrique pour les infirmiers. Je voudrais savoir ce qu'il en pense. Et j'avais une deuxième question, peut-être que ça a été actualisé dans la V8 du projet, mais sur le féminisme et notamment sur les derniers événements qui a eu lieu avec Brigitte Macron. Je voulais savoir si Monsieur Branco pouvait nous parler un peu du féminisme. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je fais monter dans le chat, JDS, puis ensuite ce sera Dark Lord. Oui, bonjour. Ah, ça y est, on m'entend, c'est bon. Bonjour, oui, du coup, pas vraiment une question, juste, je pense me faire le relais de pas mal de monde ici. Merci beaucoup pour cette, intervention ce soir. Je crois que c'était assez clair. Il y avait plein de questions, évidemment plein de doutes et je pense une grande partie de tout ça a été, j'espère en tout cas, éclaircie pour tout le monde. Et je voulais juste, du coup, comme une espèce de question, une demande plutôt. Je crois que ce qui est super important, quel que soit le degré oui, d'occupation, d'être débordés les uns les autres par ce qu'on fait, il faudrait absolument, peut-être la priorité, ça serait de privilégier, de mettre en place un canal de communication qui soit beaucoup plus fluide, qui fasse que là, on a un projet au niveau de ce qui s'appelle la coordination des essaims, donc quelque chose qui essaie de justement de faire travailler ensemble les 4 essaims de la ruche blanche et les 4 essaims de la ruche noire. Et justement, on parlait d'une newsletter, des choses comme ça, qui fassent que plutôt que de laisser accumuler les questions et du coup les doutes et du coup les dysfonctionnements et du coup plein de choses négatives, d'arriver à ce qu'on, pour moi ça me paraîtrait en fait une urgence, quel que soit le temps qui nous reste, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant les parrainages, etc., mais de mettre en place ce petit organe, petit outil hyper simple. On va pas faire un truc très chiadé, je pense, mais juste basique pour peut-être de manière hebdomadaire avoir des choses qui puissent descendre et monter facilement. Et je pense que ça pourra permettre vraiment de fluidifier beaucoup tout ça. Voilà ma proposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, je laisse Dark Lord poser sa question et ensuite on pourra passer à une série de réponses pour ensuite faire une seconde session de questions. Alors, bonjour à tous, bonjour à Juan Branco. Moi, j'avais une petite question. Je regardais le PDF, là, c'était par rapport à la justice administrative. Et j'ai trouvé le PDF assez lacunaire. À certains endroits, il y a marqué du coup que le juge administratif, enfin, les juges administratifs seront élus, ou partiellement élus, sans plus de précision. Que les fonctionnaires pourraient passer des concours pour devenir magistrat administratif, mais du coup, c'est quoi? Là, je vous avoue que moi, je suis un peu perdu. Alors, les fonctionnaires passent un concours, mais en même temps, on met l'INSP, l'ENM, l'INET ensemble. De plus, alors, qu'on fusionne du coup le Conseil d'État à la Cour de cassation, d'accord, ok, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on fait avec le droit administratif? Est-ce qu'on garde un droit prétorien? Est-ce que il y a des discours, il y a des théories, Bertrand Louvel qui justement plaidait pour intégrer le justement les études pour devenir magistrat administratif ou enfin conseiller d'État à la Cour de cassation. Mais à partir de ce moment-là, est-ce qu'on garde aussi un régime juridique particulier pour l'État? Comment en fait tout ça, ça va se passer? Et puis même le statut de ces magistrats. Je vous avoue que j'ai lu, enfin sur le PDF, en fait, il y a beaucoup de questions qui finalement et même j'ai l'impression quelques contradictions qui malheureusement, font pas forcément très propre, je trouve. Enfin, voilà. Je vous remercie pour votre intervention. Donc on passe à une série de réponses par maître Branco et je continuerai à prendre les interventions juste après. Bonsoir à nouveau. Merci à tous pour cette première salle de questions super stimulantes qui mélange des questions de programme et des questions sur l'organisation du mouvement. Et merci
pour les encouragements qui ont pu rendre. Euh, donc je vais les prendre dans l'ordre. Sur l'intelligence artificielle donc, et son rôle dans le programme, elle passe en fait par la refondation de la politique industrielle qu'on propose. C'est-à-dire que pour nous, il doit y avoir une priorité politique, de politique industrielle majeure qui est ce qu'on appelle la remontée de filière. C'est être à nouveau en mesure d'avoir des sortes de filières intégrées qui nous permettent, notamment à travers un investissement très fort dans la robotisation, de redevenir un pays producteur et un pays industriel. On a eu un effondrement de la capacité industrielle de notre pays, avec aujourd'hui un taux d'industrialisation, enfin en tout cas au sein du PIB, qui est mesuré à 11 ou 12%, là où il était encore il y a moins de 15 ans de 17-18, de sorte alors qu'on reste un pays d'ingénieurs avec quand même un nombre conséquent d'ingénieurs formés chaque année et dont une grande partie de très haut niveau, on a une incapacité à faire face aux nouveaux bons technologiques qui sont en train d'intervenir, parmi lesquels l'intelligence artificielle, malgré quelques effets d'annonce, dont la décision par un des papes de l'IA, Yann Lequin, de créer sa start-up à Paris. Et donc ça, c'est le fruit notamment d'une politique macronienne qui a privilégié ce qu'il appelait la Startup Nation. Je vais être un peu vulgaire, mais en gros, c'est des fils d'eux issus de la bourgeoisie qui se voyaient offrir des moyens extraordinairement commodes pour essayer de créer des entreprises le plus souvent en rapaces et ne cherchant juste qu'à accumuler un peu de plus-value déjà existante en prétendant rationaliser un certain nombre de marchés. Et en réalité, ça a été une catastrophe avec des milliards qui ont été engloutis. L'exemple le plus phénoménal qui avait été mis en avant par Aurore étant la start-up Sorare, qui a été valorisée à plusieurs milliards d'euros et qui était la principale start-up française et qui n'avait pour fonds de commerce que de commercialiser en gros des cartes Panini de joueurs de foot et autres, et qui aujourd'hui évidemment est au bord de la faillite. Et heureusement. Donc nous, on est sur une politique intégrée où on cherche d'un côté à débloquer des fonds très importants, notamment à travers la réduction de la dépense sur un certain nombre de domaines, et un dirigisme économique qui permet de réorienter ces fonds sur des secteurs clés et permettant une réindustrialisation rapide, avec quand même, faut s'en rappeler, à très court délai, un référendum sur la sortie de l'euro et de l'Union européenne, et donc un programme qui table sur l'hypothèse que ce serait la solution préférée par les Français, avec les conséquences que ça peut impliquer en positif, mais aussi en négatif, notamment une dévaluation qui, on en a parlé avec un certain nombre d'économistes, serait assez sévère, plus sévère qu'il y a 10 ans, parce que justement on produit à chaque fois moins, et qui du coup aurait des conséquences sur notre capacité à consommer des biens étrangers qu'il faudra réussir à atténuer, voire à compenser. Et donc là-dedans, l'IA sous ses différentes formes n'est quelque part que le bout du spectre, parce que la programmation algorithmique qui permet de créer des IA souveraines, comme prétend l'être Mistral, en réalité n'est pas tant l'enjeu que le fait d'avoir des matériels qui nous appartiennent. Et là, on ne parle pas que de data center, mais y compris des filières de production de puces et notamment de gravures sous un certain nombre de nanomètres et qui nous permettent d'avoir en gros une filière informatique intégrée à nouveau qui servirait pour ce domaine, mais aussi pour tous les domaines technologiques qui aujourd'hui sont abandonnés par la France. Donc, si vous cherchez sur l'IA, il faut chercher à partir justement de cette réflexion beaucoup plus générale sur la refondation industrielle de notre pays, dont le point de départ, encore une fois, parce qu'on voit mal comment on pourrait le faire, serait la proposition au peuple français de sortir de l'euro, le rétablissement de barrières douanières très rapidement, d'un contrôle de change, et ainsi de suite. Sur la deuxième question du RIC et des autres mouvements, donc des attentions et des autres mouvements, c'est évidemment très important qu'on soit en communication, en échange avec tout ce qui existe déjà. C'est même fondamental. Et en réalité, ça l'est déjà. Et beaucoup des choses que l'on essaye de concentrer dans notre mouvement sont le fruit de travaux qui parfois ont pris la vie de personnes qui nous ont précédés. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on soit extraordinairement reconnaissant à l'égard de tous ceux qui nous inspirent et qui, quelque part, nous ont mâché le travail
de la même façon qu'on espère qu'on est en train de mâcher le travail à d'autres personnes et aux générations qui suivront. Ceci étant dit, on essaye d'éviter justement dans cette phase initiale tout réflexe groupusculaire qui, tendrait à donner un pouvoir démesuré, au premier venu, vous voyez? Et donc la capacité, que s'auto-attribuerait, par, par organisation spontanée un certain nombre de personnes très impliquées et donc déjà évidemment socialement, spécifiques, au sein de ce mouvement, et qui leur permettrait d'avoir un droit de vie ou de mort sur telle ou telle proposition, à travers un mécanisme qui en soi ne garantit pas du tout ni la représentativité, ni même, n'offre une quelconque certitude quant à la pertinence et la complémentarité de ces propositions à l'égard de la base programmatique qu'on a proposée, me semblait, être une exigence excessive et quand on a offert de faire des essais sous différentes façons, c'est-à-dire sans qu'il y ait, d'engagement nécessairement, mais juste pour voir si ça fonctionnait en réalité, si la mécanique qui était, proposée fonctionnait, heu, la chose s'est enrayée, mais on est absolument ouvert à ce qu'il y ait des échanges et on a accueilli des ateliers constituants lors de nos journées de formation. Beaucoup de ruches en organisent et on considère qu'il est important en effet que les citoyens, s'accoutument et s'habituent à devenir responsables de la forme du politique et pas seulement du fond, vous voyez? Aujourd'hui, on est dans une démocratie d'opinion où en gros, on réduit, le pouvoir des citoyens à donner son avis sur les sujets que les médias et ceux qui les détiennent, décident de mettre en avant et encore, à donner leur avis sur ce qu'ils pensent de telle ou telle personne à partir de ce qu'on leur raconte à leur sujet. C'est quand même, pas idéal comme fonctionnement démocratique. Évidemment, notre objectif, c'est, de permettre une appropriation déjà des enjeux de fond, heu de l'engagement politique, donc des propositions qu'il faut faire pour, aller dans une direction donnée, économiquement, socialement, mais aussi sur les structures de pouvoir, qu'il s'agisse de l'oligarchie médiatique, qu'il s'agisse de la façon dont on dirigeait l'État ou, comme le mentionnait sur un point plus détaillé, mais ça me permet de répondre à la dernière question, sur la question de la justice administrative et de la décision qui devrait être prise, qui est une question très, très pertinente et qu'on n'a pas voulu trancher encore aujourd'hui parce qu'on considère que ça doit faire l'objet, de débats importants et vous êtes bienvenus pour nous faire une note et la transmettre et la distribuer sur les ruches, voire, proposer d'organiser une conférence sur ce sujet puisque vous avez lu un certain nombre d'auteurs et que vous semblez être parfaitement en mesure de vulgariser la question sur, la pertinence de maintenir l'autonomie de la justice administrative en France. Pour ceux qui sont complètement profanes sur ce sujet, je les comprends, c'est vraiment un sujet auquel on s'intéresse en général que quand on a eu des soucis avec l'État ou quand on est étudiant, école de sciences politiques. En tout cas, c'est pas très sain de s'y intéresser autrement parce que c'est des sujets très arides. Aujourd'hui, l'État, en gros, a sa propre justice pour décider de s'il a raison ou de s'il a tort dans l'exercice de son pouvoir et donc, en dehors des cas, très spécifiques prévus par le code pénal, concernant un certain nombre de ses agents, ce qu'on appelle la responsabilité de l'État, elle s'engage et des administrations de façon générale, s'engagent devant un tribunal spécifique qui est lui-même constitué, de ce qu'on appelle des magistrats, mais qui sont en réalité, des fonctionnaires. C'est-à-dire des agents de l'État eux-mêmes, qui peuvent être issus soit de l'ex-ENA, donc aujourd'hui ISP, enfin bon bref, maintenant c'est un peu plus compliqué, mais qu'importe, soit d'un concours, qui est immédiatement organisé pour devenir, juge au tribunal administratif. Donc c'est des juges un peu des magistrats un peu particuliers, qui ont, qui ont pas de robe, et qui sont astreints à des obligations très, très différentes de celles des magistrats civils, ou pénaux. Et ça implique à la fois des avantages et des inconvénients. Je cours, sur le justice administrative, mais en gros, c'est une justice qui, paradoxalement, même si vous en rendez pas forcément compte parce que de toute façon la justice est devenue complètement incompréhensible et très difficile à accéder en France, est beaucoup donc que la justice, civile ou pénale. C'est-à-dire qu'il y a pas un formalisme particulier, donc vous faites pas rejeter, aussi facilement que dans d'autres, tribunaux. Mais, ça a beaucoup de défauts et notamment une indépendance qu'on va dire pour le moins limitée
et une capacité à contraindre le gouvernement, particulièrement et les administrations, qui parfois peut être un peu dérisoire. Et dans le même temps, la grande question, c'est est-ce que l'État, qui est censé représenter le bien commun, devrait et pourrait être jugé par une justice administrative, ou est-ce qu'il devrait faire l'objet d'un contrôle par des organes différents, notamment un défenseur des peuples? Donc là, on a adopté une solution alternative, intermédiaire, où d'une part, l'expression la plus insuffisante de la justice administrative qu'est le Conseil d'État, dont le président est quand même le Premier ministre, même si en théorie il n'a pas de pouvoir effectif sur l'institution, serait fusionné avec d'autres organes juridictionnels, en gros disparaîtrait, de façon à réduire l'omnipotence qu'ont un certain nombre d'individus dans ce pays qui, parce qu'ils ont réussi un concours très jeune pour la majorité, se retrouvent en position à la fois de conseiller le gouvernement et de juger de la légalité des actions qu'il mène. Et en même temps, une sorte de élection partielle des juges administratifs pour qu'il y ait en fait une forme de panachage entre des fonctionnaires et magistrats qui jugeraient, avec donc une ouverture du concours, et en même temps une forme de contrôle citoyen interne, où ce seraient les citoyens eux-mêmes qui participeraient à la délibération et à la prise de décision. Ce n'est pas figé, et l'option qui était dessinée en creux par notre intervenant, qui consistait à supprimer la justice administrative et faire comme ça se fait dans beaucoup de pays, c'est-à-dire en gros qu'il existe une forme de responsabilité de l'État qui ne soit pas propre à l'ordre étatique, donc qui soit d'ordre civil, pour être envisagé. En ce qui concerne Pierre de Gaulle, il m'avait contacté l'année dernière et il n'y a pas eu de suite, on devait se rencontrer. C'est quelqu'un qui à un moment donné a eu un politique souverainiste, heu très opposé notamment à notre engagement dans le conflit russo-ukrainien. Donc c'est quelqu'un à qui il pourrait être intéressant de débattre publiquement pour que chacun puisse, se faire une idée sur le personnage et sur, ce qui nous différencie et ce qui nous rapproche. En ce qui concerne la psychiatrie, alors je suis désolé, peut-être que dans les commentaires, quelqu'un pourra préciser. J'ai pas entendu quelle spécialité serait, enfin, quelle création de spécialité il faudrait envisager dans la psychiatrie. Mais j'ai l'impression, que la personne qui a posé la question, n'a pas forcément eu le temps de lire le programme qui fait quand même pas mal de propositions sur les questions psychiatriques, et que j'engage du coup à lire et éventuellement à nous revenir avec des propositions qui pourraient être issues de son groupe de travail. Parce que nous-mêmes, on a rencontré, un certain nombre de personnes pour essayer d'affiner notre réflexion sur ce sujet, notamment à partir évidemment d'un certain nombre de constats qui sont effrayants et qui rejoignent la deuxième question qui était posée sur le féminisme. Donc l'un que j'explicite souvent publiquement, c'est-à-dire une explosion du taux d'hospitalisation pour tentative de suicide chez les jeunes femmes, et de façon générale, une prescription médicamenteuse qui est complètement hors sol dans ce pays et qui, à mon sens, est particulièrement effrayante. Et dans ces échanges, on a eu, au-delà d'un certain nombre d'éléments très importants pour renforcer la spécialité et la prise en charge des populations, qui souvent se retrouvent abandonnées, on a eu un certain nombre d'éléments qui étaient intéressants. Par exemple, alors même que on est en déficit à plein de niveaux et que, comme vous le savez, on est un des États, par exemple, qui paye le moins bien ses professeurs du secondaire et du primaire dans le monde, enfin en Europe, en tout cas dans l'OCDE, on a découvert qu'on était quand même le 5e pays qui avait le plus de psychiatres en rapport à la population, sauf erreur de ma part, et que donc c'était pas tant nécessairement, mais on ne l'a pas intégré au programme parce qu'on veut travailler sur ce point, une question du nombre de psychiatres en soi, que d'à la fois l'approche qui est aujourd'hui dominante dans le pays, l'influence majeure d'un certain nombre de lobbies, notamment pharmaceutiques, qui poussent à une surprescription qui est très dangereuse, l'impunité absolue qu'il existe à ces égards, les grandes difficultés qui existent par rapport au fonctionnement, notamment des placements d'office et les dangers qu'ils peuvent générer, d'existence de structures d'accueil insuffisantes en milieu ouvert ou semi-ouvert par rapport à celles qui, notamment dans le privé,
ont un usage peut-être trop important de l'hospitalisation sous contrainte et des mesures de contrainte en leur sein. Et donc en fait, et évidemment, un pan spécifique qu'on a beaucoup développé et sur lequel il apparaît fondamental qu'on se démarque en le visibilisant, qui est tout ce qui a trait à la protection de l'enfance et la nécessité de produire des soins aux personnes qui sont prises en charge dans ces structures et qui aujourd'hui sont très peu et très mal accompagnées. On rajoute à tout ça tout le travail qu'on a fait aussi sur les psychologues et les propositions qu'on fait à ce sujet. Je vous invite à vous y référer et à nous faire vos remarques. Je suis certain qu'on peut encore améliorer largement ce travail. De façon générale, par rapport aux infirmiers, je pense que on est vraiment dans une situation critique où il y a un besoin de revalorisation à la fois salariale, mais aussi tout simplement sociale et de réimplication dans les structures de décision, y compris hospitalières, de ce personnel qui n'est toujours pas pris en compte malgré les promesses qui avaient été faites pendant le Covid et, euh, et, euh, et un rééquilibrage de leur rapport avec à la fois leurs supérieurs hiérarchiques au sein de ces structures et la tutelle administrative. Et donc sur la question du féminisme, vous m'avez vu peut-être ou vous m'avez pas vu réagir de façon très féroce par rapport aux révélations qui concernaient l'affaire Habitant et les déclarations de Brigitte Macron à l'égard des militantes qui s'étaient engagées lors de l'un de ces spectacles où elle est vulgaire et insultante à leur égard de façon particulièrement pitoyable. Ce que j'ai noté tout d'abord, c'est qu'il y a eu sur les réseaux, que ce soit Instagram, X, un soutien très fort à l'égard de ces militantes, et sur les sites internet des différents médias qui publiaient de façon, comme vous l'imaginez, à chaque fois favorable à la première dame d'information, beaucoup de soutien à son égard, qui exprimait une forme de lassitude au sujet de ce qu'il considérait être un féminisme qu'il trouvait insupportable. Moi, je trouve que c'est une affaire qui est très importante parce qu'elle clarifie les choses. Là, on a un élément fondamental qui, à mon avis, a peut-être échappé à la vague MeToo, qui est les conditions matérielles des violences, enfin, qui amènent non seulement à la commission des violences sexuelles, mais surtout à l'impunité dont elles peuvent bénéficier. Je vais vous proposer mon interprétation de ce qui s'est passé et de ce qui se passe aujourd'hui. On a une forte demande sociale de fin de l'impunité sur les questions des violences sexuelles, mais aussi sur les questions pédocriminelles. D'accord ? C'est quand même des sujets qui sont très présents au sein de la société et qui ne sont pas traités de façon sérieuse par la puissance publique. Ajouté au fonctionnement des réseaux sociaux et à une influence culturelle états-unienne très importante, qui va amener une vague de forme de MeToo à l'époque Balance ton port en France, on va avoir une sorte de surréaction de l'institution judiciaire qui, en panique, va essayer de faire croire qu'elle est en capacité et qu'elle est l'instrument idéal pour régler ces questions telles qu'elles fonctionnent. Or, n'importe qui a un minimum d'expérience politique dans le pays, et sans même avoir à étudier l'histoire des mouvements de lutte et d'engagement et les écrits philosophiques et théoriques qui tiennent, savent parfaitement que la justice et la police sont par définition les institutions les plus réactionnaires et les plus dangereuses pour les vulnérables de la société. N'importe quel sociologue pourra vous décrire, chiffres à l'appui, à quel point ce sont tout l'inverse d'alliés, de personnes qui chercheraient à protéger les plus précaires et les plus vulnérables de la société. Donc il y a eu une sorte d'incompréhension ou de manipulation très forte qui consistait à faire croire que un policier pourrait protéger quelqu'un qui aurait l'objet sexuel ou de façon, et un magistrat de façon efficace. La réalité, c'est que quelques années après cette expérience sociale, parce que c'est exactement ce à quoi on a été confronté, je veux dire, il y a eu seulement l'année dernière une explosion de plus de 70% des procédures pour violences sexuelles ouvertes en France, pénales, je veux dire, donc des procédures qui assises, et un engorgement des tribunaux qui n'a pas du tout permis de mettre fin à ces violences-là. Et c'est là où j'en reviens à cette question de la condition matérielle de ces violences et peut-être à ce trou noir qu'il y a eu dans l'analyse qui n'a pas forcément été très poussée pendant cette période de ce qui se passait.
c'est qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les magistrats et policiers, pour répondre à cette demande sociale, ont décidé se sont décidés à fracasser des gens sortis de nulle part en choisissant au hasard ou en poussant des affaires qui n'avaient aucun sens, avec une multiplication de procédures qui ont terrorisé une partie de la population française parce qu'elles donnaient l'impression qu'en réalité, désormais, chaque acte sexuel pouvait devenir une source de risque potentiel de pénalisation et donc de pénétration de l'État dans l'espace intime, ce qui est quelque chose qui, par définition, est dangereux et malsain. Et en même temps, pourquoi est-ce que ça a été fait? Parce qu'il fallait trouver des boucs émissaires qui satisfassent à cette soif de justice de la société, d'un certain nombre de militants, tout en protégeant et continuant de protéger les plus puissants. Et l'affaire Habitant, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'alors qu'on a des histoires de corne-cul qui nous sont distribuées matin et soir, dans lesquelles les magistrats font mine de s'occuper de ce sujet, et Dieu sait s'ils s'en occupent mal, et Dieu sait si le parcours est extraordinairement douloureux pour tous lorsque l'on rentre dans des procédures comme celle-ci, eh bien à côté, on découvre que pour peu qu'on soit proche du pouvoir, pour peu qu'on ait des avocats qui sont dans un rapport de connivence et de complaisance avec les magistrats, parce que cette personne a été défendue par le cabinet Stas, mais j'ai des obligations de confraternité, mais je pense que si vous cherchez le pédigré de chacun d'entre eux, des personnes qu'ils ont défendues, leur parcours, vous comprendrez très vite où je veux en venir, eh bien, a pu soumettre une femme à des actes de violence inacceptables, et je rentre dans le détail, je suis rentré dans le détail dans les expressions publiques du sujet, parce que ça me semble important que cette réalité crue apparaisse, c'est-à-dire 5 blessures vaginales, dont une blessure anale jusqu'à 1,5 cm, des hématomes, une serviette en sang qui est retrouvée alors qu'il y avait une négation du fait qu'il y ait des commissions de violence, et ainsi de suite. Eh bien, cette personne-là, c'est pas qu'elle qu'elle ait eu droit à un non-lieu et que le non-lieu serait inférieur, comme beaucoup à tort dans l'espace public par des gens qui connaissent rien à la procédure pénale, mais qui adorent en fait s'accrocher à ces questions parce qu'en fait ils en vivent et ils adorent les instrumentaliser. Cette personne a été démise en examen. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a 7 magistrats, comme ça a été répété au début par tous ceux qui le défendaient, 7 magistrats qui ont considéré que tous les éléments que je viens de vous donner, et tous ceux qu'on pourrait rajouter, tous ces éléments n'étaient pas considérables comme des indices graves ou concordants de ce qu'une infraction aurait pu être commise. Et donc, ce faisant, ils ont fermé la porte à la possibilité d'un procès. Et donc, quand Brigitte Macron vient défendre un homme pareil, un homme qui est un homme violent, un homme qui est un homme dégoûtant, qui inflige ça à une jeune femme qui croit que c'est quelqu'un qui veut construire une histoire d'amour avec elle, alors que par ailleurs, qu'importe les détails, mais vraiment, toute l'histoire révèle quelque chose de profondément dégoûtant et révèle surtout qu'on est face à un cas qui correspond exactement au pourquoi l'on a décidé de criminaliser l'infraction de viol. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de poursuivre ce genre de violence sexuelle? Eh bien, cet homme-là va non seulement être protégé, et il va être protégé parce qu'il est proche du pouvoir, parce qu'il appartient à un clan, mais en plus, il va faire l'objet d'une forme d'omerta qui va jeter aux orties tous ceux qui cherchent à le dénoncer. Et ça dit beaucoup de ce qu'est la justice en France au XXIe siècle. Et je tiens à le dire parce que l'on ressent tous, cette injustice inacceptable, découle la violence qui ensuite s'abat sur des kidams, sur des no-names, qui vont se faire fracasser par la justice pour que ces magistrats qui sont lâches, dont leurs confrères ont été sinon corrompus, du moins compromis, puissent se convaincre eux-mêmes qu'ils continuent à contribuer au bien commun. Et donc nous, il faut qu'on ait une approche qui ne doit pas être exclusivement matérialiste. Vous voyez, on n'est pas marxiste, il y a une dimension, vous l'avez bien noté, spirituelle très forte dans l'engagement que l'on essaye de porter, qui est ancré sur des valeurs, sur du symbole. C'est pour ça qu'on a créé toute cette chose autour du vocabulaire, autour de l'identité visuelle. On n'est pas juste des terre-à-terre pragmatiques, un peu grisâtres, on essaye vraiment d'aller au-delà de la simple gestion de la cité. Eh bien, on doit en fait approcher ces questions-là avec une forme en fait d'objectivation de la situation qui consiste à dire
quand vous êtes un mouvement qui se veut d'émancipation, comme l'ont été beaucoup des mouvements féministes qui ont pris leur envol après MeToo. Et je ne parle pas du féminisme classique qui a beaucoup apporté à bien des égards aux luttes pour l'émancipation bien au-delà des femmes, et dont par ailleurs il n'est pas à exclure qu'il y ait des points de débat qu'on puisse avoir avec elles. Mais mouvement féministe qui, dès les années 70, dénonce par des écrits de façon répétée les dangers d'un féminisme carcéral qui consisterait à se mettre entre les mains de l'appareil d'État dans l'espoir que celui-ci donne au plus général de la société des instruments pour se défendre, alors qu'on sait que très souvent l'appareil d'État, surtout lorsqu'il est tenu de façon oligarchique, comme il l'est aujourd'hui, est un instrument de protection de l'impunité des plus puissants et d'aggravation des violences. Eh bien, il y a là, quelque part, un point aveugle qui n'a pas été traité et qu'il s'agit maintenant, en fait, qu'il nous s'agit pour nous d'approfondir de façon profonde, à côté de toutes les questions qu'il va nous falloir continuer à traiter sur les conséquences qu'ont eues les transformations profondes de la société au XXe siècle, notamment sur l'évolution de la famille, la baisse non seulement de la fertilité, qui est devenu le grand sujet aujourd'hui en France, seulement lorsqu'on réfléchit en termes de projection de puissance, mais qui doit aussi nous interroger sur notre rapport aux études que cette société contemporaine et sa modernité ont généré. Et tout ça, en fait, il faut qu'on réfléchisse à partir aussi d'une réflexion sur des collectifs, sur ce qui s'est passé, sur les excès que les générations précédentes ont pu avoir, notamment dans leur ivresse de l'émancipation et de la liberté, l'impression que c'était sans conséquence toutes ces transformations radicales qui ont pu intervenir à partir de la deuxième moitié du siècle. Et aujourd'hui, nous, enfants, petits-enfants de ces générations, qui découvrons que ce n'était peut-être pas si simple et que nous avons quelque part à en payer les pots cassés et à réparer ce qui doit l'être. Voilà, j'ai répondu, je pense, à toutes les questions de façon exhaustive, ce qui me permet d'envoyer un petit clin d'œil à ceux qui, avec leur contribution toujours aussi bienveillante, prétendaient qu'il n'en serait rien. Alors merci beaucoup. On va pouvoir, continuer avec une seconde série de questions. J'avais déjà des demandes de parole, avant, l'interruption pour les réponses, donc je vais continuer avec l'ordre que j'avais. Je vais faire monter plusieurs personnes, mais vous relayez pour poser vos questions. On essaye par contre de maintenir, un temps entre guillemets «court» pour que chacun puisse, avoir l'opportunité, d'intervenir. Donc je vais faire monter Emmanuel, Émeraude et la louve jaune. Et vous pouvez intervenir dans cet ordre-là. Donc Emmanuel, Émeraude et la louve jaune. Bonsoir à tout le monde. Donc merci pour cette présentation. Moi, j'avais une petite question concernant le site internet Aurore. Si j'ai bien compris, il est orienté actualité commentée, présentation des ruches. J'avais deux questions par rapport à cela. C'est est-ce qu'il y aura une autre forme que le format PDF à terme de présentation du projet, d'une manière peut-être un peu plus digeste pour les nouveaux qui souhaiteraient nous rejoindre. Et puis en termes de point d'entrée vers le mouvement pour le recrutement d'abeilles, est-ce qu'il y aura une intégration directe sur le site pour recruter des abeilles sans passer forcément par le Discord? Parce que moi, par exemple, j'ai des retours d'expérience de certains de mes proches qui se perdent un petit peu lorsqu'ils arrivent dans le Discord. Et du coup, je me disais que le site pourrait être un outil intéressant pour justement passer directement du web vers les ruches. Voilà. J'en ai terminé. Puis ma dernière question, c'est y a-t-il une deadline pour voir ce site qu'on attend tous avec impatience? Merci. OK, du coup, je prends la suite. Moi, j'ai une question sur, la gouvernance du mouvement global. J'entends, gouvernance démocratique, c'est-à-dire que le mouvement est présenté régulièrement comme un mouvement démocratique et au fil des mois, on se rend compte qu'en fait, au niveau du mouvement global, au niveau des ruches locales, ça a l'air d'être plutôt bien acté, mais au niveau du mouvement global, en fait, je vais dire, le peuple des ruches n'a pas particulièrement de levier ou de poids sur vers où va le mouvement. C'est-à-dire que bon, il y a toute la complexité, hein, de mettre en place un mouvement aussi vaste et aussi inhabituel. Mais c'est une question qui revient régulièrement, à laquelle on a du mal à avoir des réponses. Et aussi, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça a fait fuir beaucoup de monde que la gouvernance actuellement du mouvement soit pas particulièrement démocratique.
Donc, je me dis qu'au niveau crédibilité, c'est pas bon et que pour pouvoir amener des gens, parce qu'il me semble que là, je reviens un peu en arrière, il me semble que la réponse qui a été donnée, dernièrement, c'est qu'en gros, on cherche plutôt à ramener des gens d'abord et la gouvernance, on verra plus tard. Sauf qu'il y a pas mal de gens, s'ils veulent un mouvement démocratique, ils arrivent, ils voient que le fonctionnement n'est pas en soi démocratique, ils vont pas rester, ils vont pas s'investir. Donc à mon sens, il faudrait, traiter cette question-là, de manière, un minimum prioritaire, pas forcément, enfin, voilà, après l'ordre des priorités, c'est très compliqué, mais un minimum prioritaire afin que, y ait cette crédibilité. Parce que si on n'arrive pas à avoir un mouvement qui est pour l'instant réduit en comparaison de ce que c'est de gérer un pays comme la France, si on n'arrive pas à avoir une gouvernance démocratique à cette échelle-là, je vois pas pourquoi, une fois qu'il faudra gérer quelque chose d'aussi vaste que le pays, ce sera possible de le faire, vu qu'on n'aura même pas réussi à le faire sur une plus petite échelle. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Merci. Bonsoir à tous. Merci à tous les intervenants et puis à tous ceux qui ont fait un travail énorme. Alors moi, je voudrais une question simple à Monsieur Juan Branco. On a les ruches blanches, on a les ruches noires. Que penserait-il de créer une ruche jaune ou d'une autre couleur qui serait dédiée à sortir de l'entre-soi, qui proposerait des actions pour faire adhérer les citoyens à notre cause? Moi, je fais moi-même régulièrement sur les marchés des micro-trottoirs. Connaissez-vous la ruche? Devenez une abeille, en distribuant des petits flyers très simples. Je participe à des manifs, j'en profite toujours pour avoir une pancarte, rejoignez la ruche. J'ai rencontré mon maire avec le programme. Bon, ben, je vais le revoir une deuxième fois avec la dernière version auquel j'ai souligné ce que l'on peut apporter. Et cette ruche donc serait dédiée à toutes ces petites actions pour trouver de nouveaux adhérents à notre cause et ça serait relayé par les référents de chaque département. Voilà, c'est tout. Merci. Merci à tous les 3 pour vos questions. Je continue avec une deuxième salve de personnes, pardon. Donc on va faire dans cet ordre-là, Termi 24, Pèlerin 22 et Benjamin Coquet. Normalement, Termi 24, vous pouvez Ouais, prendre la ouais, parole. super. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Moi, ma question intervient dans le cadre de la massification, heu notamment tout ce qui va être, tractage et cetera, donc vraiment au plus contact du peuple. Et la question est la suivante: quels sont les moyens de protection de l'image, et du groupe en lui-même que nous représentons lors de notre communication, afin de ne pas être assimilés, en partie ou uniquement à un groupuscule extrême dans ses idées, ses actions, ou à un certain danger pour la population elle-même, qui décrédibiliserait notre discours, au même titre, qu'une idée. Je prends l'exemple du PCF qui chercherait à attirer des membres, à qui on renverrait une phrase du style: «Ici ce n'est pas», et insérer, un nom de pays communiste ou adhérent à des IG comme à des idées telles quelles, et qui décrédibiliserait constamment le mouvement. Heu, donc c'est vraiment la question que je me pose. Heu, voilà, c'est tout pour moi. Bonsoir à tous. Merci Maître Branco de votre conférence et surtout cette nouvelle orientation, ce nouveau cap que l'on attendait depuis pas mal de temps. Je vais vous poser une question sur l'industrialisation de la France. Notre industrie est en déclin le plus complet. Nous savons très bien qu'on a besoin d'une industrie pour faire vivre une population. Certaines régions, on voit bien l'effet de la société Brandt qui vient de se passer. On comprend très bien l'importance de l'industrialisation. Mais simplement, est-ce que le mouvement des abeilles ne va pas faire peur aux industriels? Ne vont-ils pas délocaliser? C'est la question que je me pose. Et la deuxième question, une dévaluation ne ferait-elle pas peur au marché, sachant que les marchés réagissent fortement lorsqu'il y a une dévaluation? Merci beaucoup.
Benjamin Coquet, normalement, vous devriez pouvoir prendre la parole, mais votre micro est désactivé. Ah, vous m'entendez? C'est bon. Ah oui, hem, je suis en train de développer enfin de concevoir un outil de souveraineté, je dirais, pour la formation pratique des enseignants et je ne sais pas si vous avez vu la proposition citoyenne et en fait, ben, je pourrais en parler pendant des heures, mais ma question, je pourrais poser 1000 questions, mais ma question, c'est ça, c'est est-ce que vous l'avez vu passer? Qu'est-ce que vous pensez de chanter, la hiérarchie, de la pédagogie? De court-circuiter? Il me semble qu'en fait les formations, proposées aux enseignants en général, qui sont, déterminées par les rectorats sont, ben, nulles, qu'elles n'aboutissent qu'à qu'elles sont excessivement théoriques en général et débouche jamais sur des pratiques et il me semble que c'est ça le problème aujourd'hui dans l'éducation nationale. Il y a une aporie scolaire, enfin une aporie de pratique des enseignants. Il y a des conditions salariales, c'est vrai, qui sont pas forcément géniales, mais je crois que le gros problème, la grosse souffrance des profs, c'est là que ça commence, c'est dans l'aporie de pratique et il me semble qu'il y a un conformisme, logique, qui domine, un hiérarchisme qui continue à s'imposer à la formation pédagogique et qui, fait croire aux profs, à la fois qu'avoir été élève, de cette même scolastique, ça suffit pour être un bon prof alors que c'est faux, que ça marche pas et hem et les coincer dans une une espèce de honte et à la fois, la culpabilité de pas réussir à être autosuffisant et enfin, il y a vraiment un énorme problème à ce niveau-là. Il me semble que les partis politiques qu'on voit en lice ne le voient absolument pas, parce qu'ils sont d'ailleurs structurés mentalement sur le même modèle hiérarchique et heu, i de ce que j'en vois dans les médias et de tout ce que j'ai entendu, depuis, je ne sais quelle campagne présidentielle d'ailleurs, hem, il y a il y a juste une alternative qui se pose à eux entre soit des martingales budgétaires, plutôt syndicalistes ou plutôt libertariennes, par exemple, tiens, on va mettre en place le chèque scolaire, comme un coup de pied dans la fourmilière parce que les profs sont soi-disant des feignants et donc en leur mettant un coup de pression, un coup de concurrence, ça va les relancer. C'est pas vrai. Ça, c'est se méprendre sur la nature du problème qui est une aporie de pratique, à mon avis et c'est soit ça, soit des martingales budgétaires de divers ordres et de divers partis, de diverses tendances, politique, soit, carrément la technique du bouc émissaire et là, je voudrais revenir sur l'intervention de quelqu'un qui a, à mon avis, un peu trollé les dernières causeries, qui voulait accoupler quasiment, Juan Branco, excusez-moi de le dire comme ça, avec Jean-Paul Brigelli. Je suis désolé, mais là, je m'insurge complètement parce que Jean-Paul Brigelli, ça fait 2 fois que je le repère dans les médias en train d'insinuer, dans un premier temps, le laisser dire par une journaliste et apparemment en train de le dire lui-même, que l'échec de l'école serait dû aux enfants d'immigrés. Ça commence à bien faire. Moi, je ne sais pas si Jean-Paul Brigelli s'est enseigné aux enfants d'immigrés, mais moi, oui. On m'a transmis des pratiques qui sont merveilleuses, franchement, qui existent et qui justement arrivent à à passer outre ce que le rationalisme a fait de l'enseignement littéraire précisément, en l'occurrence. Et je ça fait 11 ans que je vois que ces pratiques ne circulent pas, donc je sais d'expérience que la formation pratique des enseignants est écrasée par le hiérarchisme qui continue à vouloir tout piloter. Donc voilà, je propose, la création je suis en train de concevoir un outil qui est une sorte de mythique des profs, heu, ou un réseau social en fait, où, des profs qui le voudraient pourraient se déterminer comme formateurs et qui pourrait permettre aux autres profs de se connecter, d'aller chercher directement leurs formateurs en fonction de ce qui est proposé dans leur fiche
et ainsi de retrouver une souveraineté dans leur propre formation et pourquoi pas connecter l'efficience de ça avec, avec l'avancement de l'indice de rémunération. Ça, il me semble que si un prof sait former d'autres ou être formé et ensuite transmettre à son tour des pratiques vraiment efficaces, ça doit compter dans sa rémunération. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu passer cette proposition, mais je l'ai pour l'instant plutôt gribouillée que développée et je suis en train de pondre un peu de lecture pour la situer. Et j'espère, d'ici les fêtes, on va dire, ou d'ici la fin du mois, pondre un peu de lecture pour pouvoir ensuite la faire passer sur SMO. Si, enfin, dans l'idée peut-être de Alors, l'agglomérer je au vous projet interromps pour répondre éducation. à votre question, pardon. Oui, Moi, je l'ai vu passer dans le chat, on a récupéré. N'hésitez pas à nous écrire quand, vous l'aurez, du coup, un peu plus détaillé, mais comme ça, oui, vous pouvez enfin, voilà. On l'a vu. ok, ok. Voilà. Bon, bah donc, Du coup, vous avez répondu à vous ma aviez question. pas d'autres questions? Vous aviez une autre question, pardon? Non, non. OK. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup. C'est juste pour que je puisse continuer à faire le, mmh, les interventions. Pardon. Ok, ok. Merci beaucoup. Alors, Merci à vous. je vais continuer avec, Colin Chollet, Marc 83 et Alenga que je fais monter. Vous pouvez prendre la parole dans cet ordre. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend. Ah bonjour. Bonjour, oui, bonjour confrères, bonjour à vous tous. Je suis, comme vous, suspendue. Je suis effectivement, devenue une cible. Tout comme vous, j'ai les mêmes personnes sur le dos et ce que je remarque, c'est qu'on est un peu trop, théorique. Les gens, sont en grande souffrance dans tous les domaines, que ce soit dans la justice, dans la santé, dans l'agriculture, dans l'économie, diverses et il serait bon, si on veut, rattraper, enfin essayer de rameuter, si on peut dire, des gens, c'est, de réunir tous ces corpuscules qui se montent à droite, à gauche, et de se regrouper comme font, là-haut, vous voyez bien quand, vous avez une personne comme Abiy, bah, tout de suite ils se rapprochent et ils viennent le soutenir. Pourquoi nous on ferait pas la même chose? Faire remonter les informations et trouver des actions et les soutenir parce qu'on a plein de moi j'ai plein d'appels de lanceurs d'alerte. Je suis seule, j'arrive plus à gérer. Je monte des associations, j'essaye de faire ce que je peux, mais j'ai pas des gens, compétents autour de moi et ça devient fatigant, quoi et même moi je suis, on me bouscule de tous les côtés, enfin c'est ça devient je me mouille mais il devient nécessaire de se regrouper. J'ai quelques confrères, qui sont avec moi, mais c'est pas assez et je pense que, confrères, il faut qu'on se regroupe. Voilà. Là, on est dans une situation, moi, qui me fait très peur. On est en dictature. Pour moi, on est en dictature. Je vois des situations où on met, les gens en unité psychiatrique, en voiture en voilà, pour un oui ou pour un non, ou en prison, pour des raisons, totalement futiles. Je suis réellement affolée de ce qui se passe en France et des fois je me dis, «Il faut que je me sauve et que j'aille, j'ai tous les critères pour être en asile politique, mais je ne peux pas abandonner mes clients». Je peux pas les défendre actuellement, mais je les défends dans le cadre d'associations. Mais j'ai besoin de soutien. J'ai réellement besoin de soutien. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Merci beaucoup pour votre intervention. On peut donc passer à Marc 83. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci maître d'être ouvert à la
convergence. En fait, il y a une dizaine actuellement de candidats liés au RIC qui voudraient se présenter. Et en fait, moi, je propose qu'on réussisse à n'en choisir qu'un seul, alors peut-être par le biais des candidats eux-mêmes, hein, de se réunir et voilà. Par exemple, dans sa dernière vidéo, il y a Raoul Maniberton, pardon, d'Espoir RIC et Solutions démocratiques, qui a dit qu'il laissait évidemment la porte ouverte et qu'il lui choisirait un candidat qui serait le plus à même de réussir donc le défi. Voilà. Après, ben, il faudra tous mettre l'ego de côté, quoi. Voilà, c'est la priorité, c'est le peuple, hein, voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. On va pouvoir passer à Alenga et ensuite on fera une dernière question de réponse par Maître Branco. Pour ceux qui ont demandé la parole, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat pour qu'on puisse brièvement les trier, les transmettre, dans le cas où Maître Branco n'aurait pas l'opportunité d'y répondre ce soir. Voilà, Alenga, je vous laisse la parole. Oui, voilà, bonjour déjà. En fait, j'aurais quelques questions vis-à-vis de tout ce qui concerne, déjà les aides juridictionnelles. Je voulais savoir s'il y avait des possibilités, par exemple, de diversifier un petit peu, ces aides-là parce que justement, si j'ai bien compris, elles s'arrêtent, comment dire? Par rapport aux revenus, par exemple, d'une personne et donc, quand il s'avère qu'on est obligé de prendre des avocats qui sont, comment dire? Plus, beh, on va dire mieux, je sais pas comment qualifier ça, mais qui ont une meilleure réputation par exemple, qui ont de meilleures réussites. C'est plus compliqué vis-à-vis d'une personne qui a un meilleur avocat que nous, enfin voilà. Vis-à-vis aussi des sévices qu'on a eus, s'il y a des possibilités d'avoir, par exemple, voilà, des aides justement par rapport à ça, pour qu'on puisse être bien défendu ou qu'on puisse porter plainte en sachant qu'on va être aussi bien représenté. J'ai donc aussi une autre question vis-à-vis s'il y avait une possibilité de mettre en place un système de bilan psychologique à l'UVI plus approfondi par rapport au cas de violence conjugale, intrafamiliale, agression sexuelle ou viol. Que ça soit pour la victime, mais aussi pour l'agresseur, savoir justement déjà d'un point de vue purement psychologique ce que les professionnels en fait dans ce bord-là en fait pourraient dire et quel est le profil des deux personnes en fait que les professionnels en psychologie peuvent dresser. Et en relisant le document que vous, Monsieur Branco, vous avez envoyé au début de la réunion, j'ai pu lire par rapport à la loi, garantir la gratuité intégrale des procédures les plus courantes comme le divorce. Et je voulais savoir si, par exemple, justement pour les divorces donc en lien avec des violences conjugales, intrafamiliales, etc., ça comptait aussi, ou par exemple si c'était vraiment juste pour un divorce à l'amiable, ou des choses comme ça. Et j'ai relevé aussi le retour de la prescription à 3 et 10 ans sans rétroactivité. Et j'avoue que, comment dire, que j'ai pas vraiment compris ça. Et je voulais savoir si c'était possible d'éclaircir, comment dire, d'éclaircir ce point. Parce que justement, vis-à-vis justement du bilan psychologique, par rapport à des cas qui ont, par exemple, de violences conjugales qui ont duré pendant 20 ans et où il n'y a pas forcément de preuves, c'est vrai que comment dire, la prescription, si je comprends bien le sens du mot, c'est quand même relativement compliqué. Même si on fait un bilan psychologique, s'il y a prescription, voilà, ça bloque en fait le justice vis-à-vis de la personne qui a été agressée et qui était sidérée lorsqu'elle s'est fait violer ou qui a été sous emprise ou comment dire, déphasée en fait pendant des années. Donc voilà, je pense que j'ai terminé et merci beaucoup de m'avoir écouté.
Je vous remercie pour votre intervention. Donc, on va écouter Maître Branco pour une série de réponses. Et à nouveau, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de poser leurs questions, n'hésitez pas à les écrire pour que je puisse les transmettre. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir vos questions importantes. Je vais essayer d'y répondre autant que je peux. Et je suis en train de lire un peu les commentaires qui sont faits à côté. Et je vais répondre peut-être rapidement à ceci. D'abord, sur la question de créer ce qu'on appelle, ce qu'on appelle des sous-groupes au sein du département, donc des alvéoles par ville. Il faut en fait que ce soit au sein des ruches. Et il faut que Quentin, qui nous écoute, je l'espère, voit s'il est possible de créer la sous-catégorie au sein du Discord principal, en attendant que prennent l'envol les groupes extérieurs au Discord, que ce soit les WhatsApp et ainsi de suite. Mais donc normalement, c'est une bonne question auquel on va vous répondre très rapidement. Sur la question de la révolte paysanne, bien sûr, c'est un point fondamental d'appui et de mobilisation, ne serait-ce que parce que les paysans sont vraiment exposés, comme une partie de la population française, aux rudesses de la vie, ont un rapport du coup à l'engagement qui n'est pas artificiel, qui n'est pas lié sur une pure question de distinction ou de morale ou de valorisation de soi par la tentative de faire au mieux, mais aussi tout simplement parce que c'est une exigence existentielle et de survie. Donc c'est pour ça qu'on a autant travaillé. Je pense que vous avez vu, c'est très très fourni notre programme agricole, qu'on s'est positionné si vite sur la question de la DNC, parce qu'on l'a vu remonter très rapidement, parce qu'il y avait aussi beaucoup de paysans et d'agriculteurs sur les ronds-points et par la suite, et qui sont vraiment une des priorités les plus importantes. Et là, on nous a proposé de faire un déplacement dans le Tarn et Garonne pour essayer d'aller sur les barrages et de les accompagner. On essaie de voir si on va réussir à leur aider et s'il y a suffisamment d'abeilles qui sont actives sur le territoire et dans les territoires adjacents pour nous accompagner. En ce qui concerne le plan pour aller chercher signature, moi je ne l'ai pas vu, mais je pense que ce serait important si on pouvait le recueillir. Alors, par rapport aux questions qui m'ont été posées oralement, j'ai essayé de les prendre à la suite. Sur l'intégration des abeilles hors Discord, comme on dit, d'où l'importance du site qu'on est en train de finaliser, et des groupes WhatsApp qui doivent être animés par les différents responsables des ruches, qui me permet aussi de répondre à la question de la gouvernance et sur la question de l'alternative toujours entre démocratie et souveraineté et, identité de forme entre gouvernance à l'échelle d'un peuple et à l'échelle d'un collectif qui est en train de se structurer et qui a vocation de permettre à ce peuple de retrouver les identités. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la prétention qui consisterait à dire qu'il faut se comporter comme un mini-État, parce que dans ce cas-là, il faudrait qu'on ait des gens payés pour agir à notre service, entre guillemets, au service du collectif, d'appliquer des décisions. Or là, on est obligé de tout faire nous-mêmes, et comme on est obligé de tout faire nous-mêmes, eh bien, il faut que, quelque part, les conseilleurs soient payeurs, et que celui qui ait une responsabilité donnée, eh bien, soit élu, et par ailleurs, les actions qui permettent d'agir immédiatement. Donc, il faut absolument essayer d'éviter des amalgames qui pourraient nous mettre dans une position de fragilité, tout en évidemment étant aussi inclusif que possible. Et le gros problème qu'on a eu l'année dernière, c'était avant tout un problème de goulet d'étranglement. C'est-à-dire qu'on a eu des milliers de personnes qui ont voulu contribuer, et parce que on n'était pas assez nombreux en tant que cadre, entre guillemets, c'est-à-dire de personnes qui auraient des responsabilités, parce qu'on voulait fonctionner de façon horizontale, on n'a pas pu les accueillir, les accompagner et bénéficier de l'appui dont ils se proposaient qu'ils se proposaient de nous offrir. D'où la nécessité maintenant de créer ces qui doivent se faire en fait par un lien de confiance, par des gens qui se connaissent et qui mutuellement, peu à peu, commencent à constituer en fait des horizons d'engagement, qui sont là depuis des mois, qui ont montré qu'ils n'étaient pas là pour accaparer ou occuper des fonctions, qui ne sont là parce qu'ils sont pas là parce qu'ils sont amis de quelqu'un ou pas amis de quelqu'un, mais qui ont démontré en fait leur efficacité et qui en fait vont permettre d'encadrer un peu la naissance et l'émergence de ce mouvement. Et donc ça, c'est fondamental
d'abord, on remplisse en fait quelque part tous les espaces vides qu'on a dans ce mouvement et peu à peu, comme ça, qu'on grandisse avec cette dynamique collective. Et je pense que pour finir de répondre à cette question, le guide des ruches là, qu'on est en train de finaliser va donner des instruments clairs de gouvernance qui permettront à chacun ensuite de déterminer quelle est la place qu'il souhaite occuper dans notre, dans notre organisation. L'objectif, rappelons-le, c'est d'offrir à chacun une fonction qui soit à la hauteur des aspirations qu'il a eues pour lui-même et pour la société, et d'essayer d'ajuster en fonction des capacités que l'on a, à la fois en termes d'engagement temporel, à la fois en termes d'apport que l'on peut avoir, qu'il soit émotionnel, social, technique et autres. En ce qui concerne la ruche jaune, ce serait excellent. Aujourd'hui, les mesures, enfin, les dynamiques que vous proposez et les initiatives que vous proposez, elles sont censées être prises en charge par la ruche blanche, qui quelque part intégrerait la, la ruche jaune. Alors apparemment, le très mauvais, c'est un peu embêtant parce que c'est comme un moment d'échange de temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé qui a fait que soudain, il y aurait eu une dégradation. De... Oui, j'ai ça, on va essayer de faire au mieux. Vous m'entendez un peu mieux aujourd'hui. Et la question, donc, sur la question de la ruche jaune, à ce stade, essayons de remplir les ruches blanches et noires qui déjà contiennent une grande partie des projets que vous avez avec la ruche jaune. Et une fois qu'on les aura repeuplés, ou si on souhaite subdiviser en 3 plutôt qu'en 2 blocs, n'hésitez pas à nous le dire. Mais pour l'instant, il me semble que symboliquement parlant, ça permet d'être assez clair. C'est-à-dire qu'on a la ruche blanche, c'est vers l'extérieur, donc toutes les actions que vous avez suggérées. La ruche noire, c'est vers l'intérieur, vers soi. Et donc, ruche blanche, c'est toutes les initiatives qui visent à toucher des gens qui ne sont pas encore des abeilles, et à faire connaître nos idées, notre programme, à organiser des activités diverses. Et la ruche noire, c'est tout ce qui a trait au monde intérieur des abeilles et à leurs engagements divers. En ce qui concerne l'image de mouvement que l'on pourrait avoir en termes de qualification, je vois qu'il y a des gens qui aiment bien troller. Une petite pensée à commettre. L'image du mouvement et les risques de radicalisation, honnêtement, bon. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se définisse par rapport à ce que les gens vont penser de nous. On est extraordinairement disruptifs. On est très radicaux d'une certaine façon. C'est vraiment les instruments qu'on se propose de rendre au peuple français, il les a jamais eu. C'est vraiment une troisième phase de démocratisation à laquelle on aspire. Donc il faut qu'on assume que quelque part on va être mal vu et que surtout on va essayer de nous délégitimer et de nous décrédibiliser par tout moyen. Donc il faut absolument qu'on soit en résistance par rapport à la peur que pourrait générer se protéger, se défendre et répondre aux offensives dont elles feront l'objet. En ce qui concerne l'enseignement, je pense que le terme que vous avez utilisé, la honte, c'est très très important. C'est-à-dire un système qui fonctionne sur la honte, c'est à la fois une catastrophe et à la fois le mode d'existence naturel de toute société hiérarchisée, y compris les sociétés qu'on décrivait comme primitives ou archaïques sans État, qu'aujourd'hui on n'utilise pas les mêmes termes, les termes aussi péjoratifs ou à décrire, mais on est resté dans cette disposition. Le stigmate, l'exclusion ou l'inclusion sont des mécanismes de régulation sociale qui sont très importants. La question, c'est pourquoi est-ce que ce système scolaire est à ce point défaillant et génère en réalité plus de dommages parfois qu'il produit d'opportunités pour ceux qui y participent. Et donc à partir de là, en effet, il y a toute une reconstruction. Nous, on a proposé une orientation très spécifique dans l'enseignement, dans le programme enseignement, qui a été vraiment travaillé et sur lequel on a reçu pas mal d'éloges et de remerciements, malgré le fait qu'il peut apparaître comme étant assez dur par certains aspects. Et je vous incite à essayer de le lire en détail avant de le confronter à la perspective qui est celle que vous souhaitez nous faire adopter, parce qu'il y aura peut-être une confrontation à mettre en œuvre. Et là, on en revient à la fois de la démocratisation et de la souverainisation. Nous, on propose des réformes très importantes à l'échelle nationale, qui après pourront être déclinées à l'échelle locale avec une autonomisation très importante de la vie en société à l'échelle de la commune. Ça, c'est quand même important qu'on l'ait à l'esprit, et où on pourra même faire des sortes de contre-pieds pour tenter des expérimentations différentes à cette échelle-là.
Alors, sur la question de l'union des candidats, et je prends note de l'abeille qui me dit être une consoeur et de la solitude et de l'épuisement qu'elle ressent à force, non seulement de se battre elle-même, mais de vouloir aider. Et je pense que ça fait partie du guide des ruches qu'on va vous partager. On a un rôle fondamental à jouer pour sortir de la solitude les personnes qui ont été fracassées, soit par la vie, soit par les luttes, soit par les deux. Essayer de reconstruire quelque chose, un espace d'accueil qui permette de les accompagner. Donc, en fait, une forme de bienfaisance au sens collectif du terme et pas élitaire, qu'il va falloir en fait mettre en œuvre parce qu'il faut que notre engagement produise et génère du bien en soi et qu'il ne soit pas forcément seulement quelque chose qui est afin d'obtenir une fin ou d'atteindre une fin justifie l'usage de tous les moyens. Et à l'inverse, il faut qu'on soit quelque part déjà dans une forme d'expérimentation sociale. Et donc, ce que je regrette, c'est que cette intervenante n'est pas indiquée dans quelle ruche elle était. C'est quelque chose qu'on aurait dû systématiser pour chacun des intervenants pour que éventuellement on puisse prendre un tâche avec elle pour essayer de travailler collectivement. En ce qui concerne l'union des candidats, c'est un peu, vous savez, une sorte de débat interne permanent dans lequel on ne cherche qu'une chose, c'est en réalité nous décaler de l'objectif principal. On a des idées, on a une méthode qui nous sont très propres, on va aller jusqu'à l'endroit où ceux qui composent ce mouvement souhaiteront qu'on aille. Et si c'est la présidence de la République, ce sera présidence de la République, et si ça s'arrête avant, ce sera. Mais ces histoires de combinatoire, de nécessité de s'allier à d'autres formations, microcosmes, construction sociale, perçues ou imposées comme impératifs, ressemble beaucoup quand même, vous l'admettrez, à tous les débats qu'il y a eu toujours, par exemple, sur l'union des gauches, ou maintenant l'union des droites. Et en fait, tout ça nous pollue l'esprit. Et on a une mission, on a une obligation, et on a déjà des impératifs fondamentaux qui sont tout simplement de s'assurer de donner suffisamment de puissance à notre mouvement et à ses idées, et qui sont différentes, qui sont très spécifiques, qui sont particulières, qui parfois ont des points communs, et qui font qu'on n'a pas de temps à perdre aujourd'hui avec des questions de tactique, de stratégie électorale, partisane, ou qui perdent tout le monde, et qu'on doit écarter vraiment d'un revers de main. Il faut rester ouvert à tout le monde, dialoguer avec tout le monde, mais il ne faut pas avoir peur de la diversité, de la multiplication. L'initiative, c'est plutôt un signe de richesse, et tout simplement, à la fin, on verra laquelle est en position de produire un changement d'un point de vue institutionnel, ce qui ne voudra pas forcément dire que ce soit la meilleure en soi, mais simplement qu'à un moment donné, ce sera celle qui aura aggloméré le plus de force. Et si on essaye d'étouffer à l'inverse toutes les dynamiques existantes parallèles, en essayant de toutes les regrouper, y compris malgré des différences d'appréciation, d'approche, d'expérience de vie, je pense qu'on se tirera une balle dans le pied. C'est mon opinion, évidemment, on peut continuer à en discuter. Et en ce qui concerne la dernière question qui touche à de très grands sujets, vous noterez qu'une des propositions qu'on faisait, c'était l'éventualité de supprimer la fonction d'avocat. Non pas que je sois masochiste, mais c'était quelque chose qui avait été appliqué par la Révolution française et qui cherchait de façon la plus radicale possible à battre les inégalités d'accès à la justice. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on a certes des magistrats indépendants au siège, mais ceux-ci, d'une part, évidemment, sont tous des conditionnements sociaux qui les rendent discriminants, diverses selon les affaires et les conditions dans lesquelles ils jugent. On a un procureur qui, lui, est inféodé à un gouvernement qui, à chaque fois moins, est extrait de la volonté populaire. C'est le cas aujourd'hui où, en réalité, il n'y a aucun lien entre ce gouvernement et le vote de Français aux dernières élections nationales en juin 2024. Et a fortiori, on a un autre facteur d'inégalité supplémentaire qui sont donc ces avocats dont, en effet, vous avez raison, partiellement en tout cas, selon il y a la question de l'argent, mais il y a aussi la question de la connaissance du monde judiciaire et de la capacité à se sentir en mesure de son avocat régulièrement pour qu'il s'occupe de nous, de l'intérêt qu'il va porter à notre affaire parce qu'il va s'identifier plus ou moins à nous, et évidemment du temps qu'il va pouvoir y accorder aussi selon ses capacités économiques. Et donc tout cela produit des effets structurels, et donc on voulait d'une part, en fait, on essaye de lutter de 1000 façons différentes. Il y a beaucoup de propositions sur les avocats qui vont de la proposition maximaliste que je vous décrivais, qui est en gros de créer un pôle de défense publique exclusif, mais dont vous imaginez bien à quel point elle amènerait à une révolution. Je pense qu'on réussirait à transformer
la classe la plus bourgeoise de la société en la plus révolutionnaire en ce qui serait très intéressant, mais il faudrait qu'on tienne le choc, à des propositions intermédiaires qu'on a intégrées qui visent à atténuer tous ces effets au maximum et qui, combinées à l'élection des juges, permettraient de s'assurer qu'en réalité, il n'y ait pas du tout un traitement judiciaire aussi aberrant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et parmi celles-ci, vous l'avez mentionné, je vous remercie de nous avoir lu en détail, il y a la question de la prise en charge intégrale des frais de divorce qui toucherait évidemment toute forme de divorce, puisque en réalité, là où elle est le plus importante, c'est justement pour les situations dans lesquelles les personnes, et en particulier les femmes, se retrouvent en position de vulnérabilité, comme en cas de violence structurelle. Sur la question de la... et ça me permet de répondre à la question du féminisme de Famal, parce que là, j'ai donné une idée un peu générale sur ce que je considérais être une erreur qui a été commise par un certain fond dans son appréciation des données d'un problème, donc quand on parle de la question du féminisme. Mais ça, c'est pas facile à faire, mais disons, c'est une partie du jugement intellectuel. Nous, ce qui nous intéresse en tant que mouvement, c'est quelles sont les réponses pragmatiques qu'on peut apporter à une situation importante. Et en fait, il faut refondre de la tête, du grenier jusqu'au soubassement des fondations de ce système qui est parfaitement vérolé, la question du traitement judiciaire en général, d'où la question dont je vous parlais, d'élection des juges dans toutes les affaires, mais aussi de la question en particulier des violences contre les enfants, sexuelles, conjugales, puisque elles ont tout un point commun, c'est de prendre appui sur une asymétrie dans le rapport liée à la puissance physique notamment, et donc à la peur que celle-ci peut générer. Et donc sur ces questions, on a des dizaines de propositions en réalité que je ne vais pas avoir le temps de vous détailler, mais qui partent par exemple d'une refonte complète de l'expertise qui est aujourd'hui complètement absurde, jusqu'à notamment cette réforme de la prescription dont on parlait, pour une raison très simple, et là qui touche un autre point philosophique, et en ce qui concerne les questions pragmatiques dont je vous parlais, je vous renvoie à la partie justice de notre programme qui est très détaillée. Mais sur la question spécifique de la prescription, il y a deux éléments. La société doit sortir du fétichisme de la justice en tant qu'institution, de l'institution judiciaire, qui serait un vecteur de vérité et de règlement de l'ensemble des conflits latents au sein de celle-ci. La justice, par définition, et pardonnez-moi, j'utilise des termes clivants, est une justice bourgeoise, est une justice des classes dominantes, et qui n'est pas, par structure, faite pour répondre aux attentes de la majorité, elle est faite pour maintenir l'ordre. Or, nous, en tant que bons citoyens, en tant que personnes qui avons été formées pour être normées, justement, pour respecter les règles, on a fini par intégrer, et l'école y a beaucoup contribué, l'idée que la justice serait le lieu où on fait la vérité sur les choses. C'est tout sauf le cas. Et l'affaire Habitant, d'ailleurs, est la meilleure démonstration de cet état de fait. Donc nous, dans l'institution judiciaire, cesse d'être le vecteur d'injustice et d'inégalité et de violence qu'elle est aujourd'hui. Parce que c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est face à une institution qui génère de la violence au lieu de les réduire. Premier point. Mais de l'autre, nous, il faut qu'on sorte, et ça c'est une question de formation, de cette croyance qui ferait que la justice serait cette institution qui est quand même une des plus pauvres en général, et en particulier en France. On est, je pense, le 26e pays de l'OCDE en termes de budget pour la justice, sur 35. C'est une institution qui n'est pas capable de tout régler et qui, au contraire, doit nous apparaître comme menaçante parce que très prône à la génération d'injustice et à fracasser des lits qui ne devraient pas l'être. Et le retour des délais de prescription à ceux qui existaient auparavant et avant que nos responsables politiques deviennent des sortes de propagandistes populistes qui se déchargent de leur irresponsabilité, qui se déchargent de leur incapacité à traiter les problèmes de la société, de l'augmentation des violences en sein de celle-ci, sur des juges dont ils savent parfaitement qu'ils n'ont pas les moyens de la traiter, si ce n'est en envoyant de plus en plus de personnes, dont un nombre important d'innocents en prison, eh bien, il faut qu'on revienne sur ce mouvement qui, en fait, ne fait qu'aggraver les violences au sein de la société plutôt que de les réparer, et qu'on trouve des moyens alternatifs de résolution de conflits qui n'excluent pas l'autorité et qui n'excluent pas, y compris l'usage de tous les moyens de l'État pour mettre fin à une quelconque forme d'injustice. Et donc, c'est dans ce cadre-là que cette proposition, parmi d'autres,
intervient et c'est aussi tout simplement parce que, une justice sans preuve ne peut pas intervenir et or, avec le temps qui passe, à la fois les témoignages, les éléments mat sont difficiles à préserver, à s'accumuler, surtout à être défendus, devant les juges comme étant, légitimes d'une quelconque façon. Mais pour répondre à votre préoccupation, ça n'affecte en rien des cas comme celui que vous avez décrit, pour une raison très simple, c'est que, hem, ceux que vous décriviez sont des infractions continues. C'est-à-dire que ce sont des infractions qui, à un moment donné, prennent la prescription prennent comme point de départ de la prescription le dernier acte qui a été commis. Et donc, c'est-à-dire que ça vous permet de remonter, en arrière, autant que nécessaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impunité par rapport à la commission de ces forfaits. Voilà, c'était en vrac, c'était, particulièrement, divers qu'on a eu à traiter, donc c'était probablement en partie insatisfaisant pour certaines des personnes qui ont posé des questions, mais c'est quand même une base j'espère que cette conférence qui était très longue et cet échange ont été un point de départ important pour clarifier un certain nombre d'incertitudes que vous auriez pu avoir, pour commencer à poser les bases en fait d'une discussion qui va continuer, qu'il faut qu'on ait collectivement à tous les échelons que l'on est en train de créer de cette ruche. Voilà. J'espère que on va prendre en note les dernières questions auxquelles on n'a pas pu répondre pour essayer d'avoir des débats par la suite. On va répéter ces échanges et surtout, on va se lancer maintenant dans une nouvelle phase de ce mouvement qui, à mon avis, est franchement enthousiasmante. Et j'espère que vous saurez convaincre beaucoup de personnes de nous rejoindre. Pas d'affiner à chaque fois plus notre pensée, nos réflexions et nos propositions. Et moi, je continuerai à me battre pour que on puisse être représenté dans l'espace social, pour que vous puissiez avoir des figures d'incarnation dont vous puissiez être fiers. Et je l'espère, j'espère sincèrement que je serai accompagné très rapidement par un maximum d'entre vous, y compris dans cet espace public-là, pour distribuer cette responsabilité et s'assurer qu'elle ne nous fragilise pas du fait de sa concentration en une seule figure. Voilà, beaucoup de pensées à tous. Sachez que je compte sur vous, qu'on a vraiment besoin de vous. Et j'espère sincèrement que vous serez à nos côtés et qu'on réussira à construire de grandes choses. Donc, comme je vous l'ai dit, dès janvier, on commence le déplacement. Le premier aura lieu à Montpellier à partir du 9. Je vous incite vraiment à nous écrire, y compris sur WhatsApp, et signal sur le numéro qui circule sur Aurore et qu'on va repartager à la fin de ce live pour le conclure. À nous écrire sur les différentes plateformes que l'on a créées et à surtout ne pas hésiter à insister autant de fois que nécessaire en sachant que dès le moment qu'on n'a pas de personnes qui sont payées pour agir à temps plein dans ce mouvement et qu'on n'a pas de cadres qui sont chargés de traiter le flux, il faut imaginer ce que ça fait que de devoir être en position asymétrique face à 25 000 personnes, même si toutes ne sont pas actives au même moment, et essayer de leur donner l'attention qu'elles méritent. Ça crée énormément de creux et je compte à la fois sur votre patience, mais surtout sur votre persistance pour vous assurer qu'on vous ait bien lu et reçu et qu'on puisse vous intégrer là où vous pourrez être le plus utile et vous sentir le mieux. Plein de pensées, bon courage et continuez à s'aimer. On avance. Merci à tous. Juste une petite précision pour ceux qui posent la question, la conférence sera bien rediffusée sur YouTube. On vous fera, partager le lien et nous le mettrons en annonce. Également donc par rapport au numéro de téléphone évoqué par maître Branco, je le mets dans le chat, mais sachez qu'une fiche contact est en train d'être élaborée par le secrétariat général pour que de façon, plus ample et étendue, vous puissiez, vous retrouver et savoir, à qui écrire lorsque vous avez des questions ou des propositions, par exemple à partager. Voilà, très bonne soirée à tous et merci d'avoir été présents et on se reparle, très bientôt.